Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le premier épisode de Voiture de film, et quoi de mieux pour moi que de commencer par celle qui m'a inspiré mon pseudo sur YouTube, la DeLorean DMC-12. Vous savez, dans le cinéma il y a eu énormément de voitures de héros, les héros-cars comme on les appelle, mais peu d'entre elles ont eu l'occasion d'être des personnages à part entière, de faire partie intégrante de l'histoire, d'être carrément l'élément déclencheur. Et la DMC-12 remplit tous ces critères. Donc on va parler de cette auto qui a fait voyager une génération entière et qui d'ailleurs continue à le faire. Aujourd'hui je vais vous raconter la folle histoire de la DeLorean DMC-12 et croyez-moi, vous n'allez pas en revenir. L'histoire de la DeLorean DMC-12 commence dans les années 70. Son créateur, John Zachary DeLorean, était à l'époque vice-président de la General Motors. Donc ouais, d'entrée le mec, c'est pas le pecno du coin. Et en plus, il fut le père de quelques voitures qui ont marqué l'automobile américaine, comme la Pontiac GTO ou la Firebird. Mais ses idées avant-gardistes et son ego plutôt surdimensionné commençaient à agacer beaucoup de monde. Alors par la force des choses, il fut poussé à la porte. Ça c'est con! Pas forcément parce que bon, par sursaut d'orgueil, il s'est dit bon ben puisque c'est comme ça, je vais faire ma propre voiture. Je vais fabriquer une sportive légère, durable et en avance sur son temps. En clair, il voulait imposer sa vision sur le marché automobile des States. Et il voulait faire tout le contraire de ce qu'était une sportive américaine de cette époque, qui se voulait lourde et rustique. C'est donc en 1975 qu'il fonde sa société, et en 1976, il nous sort son premier prototype, la DSV1, pour DeLorean Safety Vehicle. L'auto fut dessinée par Giorgetto Giugiaro, un designer plutôt connu, car il a quelques voitures célèbres à son actif, comme la 250 GT ou la Golf Mark I. Et franchement, ça fait trop bizarre de se dire que ce mec, il a travaillé sur ces deux voitures alors qu'elles ont strictement rien à voir. Bref, le gars va carrément s'inspirer de la Mercedes 300 SL, qui était la voiture préférée de John DeLorean, et lui intègre donc ces fameuses portes papillons qui vont la rendre immédiatement reconnaissable. Mais ça ne s'arrête pas là, car pour mettre en valeur le côté avant-gardiste et durable de la voiture, il décide de lui faire une coque en fibre de verre et de lui rajouter par-dessus des panneaux en acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier inoxydable brossé. Nom de code 304 Austenetic. Ouais, là c'est sûr que pour être durable, c'est durable. La voiture n'est pas prête de rouiller. Et en plus, il faut le dire, ça lui donne un look incontournable. Mais ce type de carrosserie apporte un petit problème. En cas d'impact de petits chocs ou de rayures, tu peux pas réparer la carrosserie de façon normale, c'est-à-dire avec de l'application de mastic et d'un coup de peinture, pour cause évidente puisque tout est brut. Alors la seule façon de réparer était de changer complètement le panneau. Après, pour la motorisation, il se penche d'abord sur un moteur rotatif, qui avait un côté peu conventionnel, qui allait très bien à la voiture. Mais l'entreprise qui les fabriquait arrêta tout simplement la production. Alors il fallut trouver une alternative. Il se tourne donc vers le V6 PRV, le Peugeot, Renault, Volvo. C'est un V6 de 2,8 litres de 136 chevaux qui sera monté en position longitudinale arrière. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Oui, c'est vrai que c'est un peu faiblard et ça va participer au défaut de la voiture, surtout qu'elle pèse 1,3 tonne. Le seul avantage du moteur, c'est qu'il avait déjà passé toutes les normes pollution, notamment grâce à Volvo qui était implanté sur le marché américain depuis quelques temps. Et en général, on retrouvait souvent ce moteur dans des bagnoles de professeurs d'école, comme les Volvo 264. Donc pour concurrencer les sportives américaines, enfin disons plutôt les muscle cars américains, c'était plutôt limite. Attention, hein, c'était loin d'être un mauvais moteur, mais là on parle des fucking USA. À la même époque, il produisait des Dodge Challenger équipés de 7 litres qui balançaient 430 chevaux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et oui, c'est pas très malin. Bon, malgré tout, il souhaite lancer la production à grande échelle. Et pour cela, il faut une usine. Le problème, c'est qu'il faut trouver des financements pour la bâtir. Il trouve un peu d'argent par-ci par-là, notamment grâce à la Bank of America. Mais c'est loin d'être assez. Et heureusement que John est un malin. Il se tourne donc vers les pays au taux de chômage élevé. Car s'il construit ses usines dans ces pays, il y a promesse d'emploi. Ce qui veut dire qu'il peut recevoir une aide financière qui vient tout droit de l'État concerné. La délivrance viendra du Royaume-Uni, qui va allonger en tout 120 millions de dollars. Ce qui va faire plaisir à notre ami John. L'usine sera implantée en Irlande du Nord, dans une banlieue de Belfast, et elle emploiera près de 2500 personnes.
Sauf qu'à cette époque, l'IRA, des indépendantistes irlandais, se foutent sur la tronche avec les Anglais. Et pas qu'à moitié. Guerre civile, attentat, bref, la totale quoi. Ouais, dans le coin règne une super ambiance. Mais ça ne refroidit pas notre cher monsieur DeLorean qui va bâtir son usine. La proximité avec l'Angleterre va apporter un autre avantage financier. Pour insuffler la sportivité à la DeLorean, John avait décidé de la monter sur un châssis en double Y de Lotus Esprit. Donc des économies énormes vont être faites sur le transport de celui-ci. L'usine sera dotée de toutes les dernières innovations technologiques en termes de construction automobile. Et le but final sera de sortir 30 000 DMC-12 par année. Une fois que la production est lancée, on remarque que les ouvriers prennent beaucoup de retard, car personne dans l'entreprise était qualifié pour assembler une voiture, puisque l'Irlande du Nord n'avait jamais produit d'automobile. C'était leur toute première expérience. En plus de ça, une fois que les premières voitures sont sorties de l'usine, en 1981, elles souffraient d'un montage médiocre, d'un design qui ne plaisait pas à tout le monde, et elles étaient plus chères que prévu. Car oui, en fait, le 12 dans DMC-12, ça veut dire 12 000 $. Et là, elles étaient vendues 25 000. Franchement... Ça pue littéralement la merde. Sans parler de ses performances médiocres, parce que le 0 à 100 est abattu en 9 secondes et demie. Il faudrait prévenir les mecs que ça, c'est pas le temps d'une sportive, c'est le temps d'une citadine. Et si vous voulez un exemple, avec une voiture d'aujourd'hui, le 0 à 100 à 9 secondes et demie, c'est le temps d'une Mégane. Donc logiquement, ils apportent des corrections à la DeLorean, mais ils vont surtout la fiabiliser. Par exemple, ils remplacent l'alternateur trop faible. En gros, il servait strictement à rien, car à l'époque, la DeLorean DMC-12 était une voiture très bien équipée. Il y avait les vitres et les rétros électriques, la clim et le poste radio. Donc quand tout était allumé, l'alternateur n'arrivait pas à prendre le relais et la batterie se vidait. Du coup, la voiture te lâchait n'importe quand, de quoi faire de la bonne pub, comme si elle en avait besoin. Même si au bout du compte, ils sont tout de même arrivés à la fiabiliser. Et ils la vendaient même avec une garantie de 5 ans. Mais les prix, quant à eux, ne s'arrangent pas. Au contraire, ils augmentent. La série de 1982 coûte 29 000 $ et la dernière 34 000. Forcément, ça va aussi impacter les ventes. La première année, seulement 8000 véhicules seront vendus. Pour vous faire une idée de la catastrophe, pour que la voiture soit rentable, il fallait en vendre au moins 12 000. S'ajoute à ça l'instabilité du pays dans lequel la voiture est produite. Les attentats sont perpétrés à longueur de journée, ce qui impacte logiquement la production. La DeLorean DMC-12 est un échec commercial et il a fallu à peine 3 ans pour que l'entreprise coule. Bon, avant que tout ça arrive, il y a eu quelques perles qui sont sorties de l'usine. Il faut savoir que certaines furent même peintes et ont été destinées au marché des Émirats Arabes Unis. Elles sont facilement identifiables puisqu'elles sont rouges, car là-bas c'est la couleur de la seigneurie. Alors je pense que beaucoup vont crier au scandale, mais la peinture a une véritable utilité. Vous imaginez bien que quand la chaleur des Emirates tape sur les panneaux en inox, la voiture doit être une véritable cocotte minute. Donc la peinture servait un peu à faire baisser la température. Par contre, 100 autres exemplaires de DMC-12 étaient prévus avec une configuration bien particulière, mais seulement 3 ont été fabriquées. Elles étaient plaquées or. C'est l'or. Elles ont été faites pour une bonne raison. L'histoire commence avec le magazine de Noël de l'American Express, qui a mis en couverture une DeLorean tout en or. Ils souhaitaient faire une grosse pub pour fêter la sortie de leur nouvelle carte bancaire American Gold. Il était marqué sur le magazine « Venez découvrir la voiture la plus luxueuse du monde ». Tu m'étonnes, John. Le procédé utilisé pour appliquer ces feuilles d'or, l'électroplaquage, était rendu possible grâce aux panneaux en inox. Le prix de vente de la voiture s'éleva à 85 000 $. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça fait près de 290 000. Comme je l'ai dit précédemment, 3 furent produites, mais seulement 2 ont été vendues. La première fut vendue à un monsieur appelé Sherwood Marshall, et il en fit donc un musée en 1986. Le conservateur a déclaré que s'il a donné la voiture, c'est parce qu'elle lui revenait trop cher en assurance, près de 1000 $ par mois. Bah ouais, logique. Alors qu'il ne s'en servait même pas. La deuxième, elle, fut vendue à un banquier, du nom de Roger Mize. Il décida de l'englober dans une cage en verre sur mesure climatisée et l'entreposa dans le hall de sa banque. La dernière a été victime de la chute de l'entreprise. Elle a donc été vendue dans une loterie. Le jour même, le nouveau propriétaire, Charlie Green, s'arrangea pour la revendre et faire une plus-value. Aujourd'hui, la voiture appartient à un certain Carl Winters, un homme d'affaires et collectionneur de voitures, à la retraite. Revenons sur la chute de l'entreprise.
Comme je le disais, les attentats n'arrangeaient pas les choses. En 82, les locaux de l'entreprise vont être touchés par l'un d'entre eux. Donc logiquement, John va demander une aide financière au gouvernement pour l'aider à reconstruire. Mais cette fois-ci, il refuse, car après enquête, il remarque que John DeLorean aime piocher dans la caisse de temps en temps, histoire de se faire plaisir. De plus, les résultats de l'entreprise sont bien en dessous des espérances. Ce fut le coup de trop pour notre voiture. Les dernières seront assemblées avec les pièces qui restent, et en seulement quelques mois, de février à mai 1982, l'entreprise se retrouvera en redressement judiciaire et fermera ses portes. Et Mais c'est mal connaître notre John DeLorean. Le mec est prêt à tout pour renflouer les caisses et redresser son entreprise. Pour cela, il va carrément participer à un gros trafic de cocaïne. Il va essayer de vendre 100 kilos pour une valeur de 24 millions de dollars. Il se fera arrêter le 29 octobre 1982 après s'être fait piéger par le FBI. Après, c'est la débâcle. L'entreprise est liquidée et tout le monde est licencié. Finalement, seulement 8742 DMC-12 seront écoulés. Je rappelle que l'objectif initial était de sortir 30 000 voitures par an. Pour ce qui est du trafic de drogue, John ressortira innocent, grâce à son avocat, qui a mis en avant le fait que c'est le FBI qui l'a piégé. Toujours aussi malinx, le lynx. Ça c'est vrai, mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Maintenant, il lui faut affronter les accusations de détournement de fonds. Par chance pour lui, il parvient encore à se faire innocenter, mais bon, il n'empêche qu'il se retrouve sur la paille. Il vendra sa propriété de 200 hectares à un homme pas très connu du nom de Donald Trump, qui la transformera en terrain de golf. John Zachary DeLorean terminera sa vie dans un petit appartement, et il nous a quittés le 19 mars 2005. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas parler de la DeLorean sans parler de sa participation dans la trilogie culte qui débuta en 1985, Retour vers le futur. Ces films vont propulser la DeLorean sur le devant de la scène, la rendre mythique. Elle va même devenir la voiture de rêve pour beaucoup de personnes. Alors au tout début, la production avait décidé de faire voyager Doc et Marty dans un réfrigérateur. Franchement, c'est de la merde. Mais heureusement, certains ont protesté et ont dit « Oh les gars, c'est un réfrigérateur, c'est petit, c'est froid, si on doit voyager dans le temps, c'est sûrement pas avec ça. » Donc d'un réfrigérateur, on va passer à une voiture. Mais laquelle ? Ça c'est la question. Après avoir réfléchi un bon moment, les deux scénaristes, Bob Gale et Robert Zemeckis, choisissent la DeLorean, car pour eux, c'est une voiture au design futuriste et dépassée à la fois. En somme, si Doc devait être une voiture, il serait une DeLorean. En voyant l'engouement autour de cette trilogie, John DeLorean va envoyer une lettre à la production. Et il va les remercier d'avoir immortalisé la DMC-12 au grand écran. Mais la renaissance de l'auto ne s'arrête pas là, car lorsque l'entreprise a coulé, toutes les pièces restantes ont été rachetées par la société Capac. Et en 1995, un entrepreneur texan rachète la marque et fonde la DeLorean Motor Company of Texas. Putain, c'est bon ça. Il rachète les pièces à Capac et assure aujourd'hui la réparation et la fabrication de pièces pour la DeLorean DMC-12. Mais l'ambition de cette entreprise ne s'arrête pas là, car il souhaite d'ici cette année 2021 relancer la production de DeLorean au goût du jour. La voiture serait la même, mais avec une motorisation électrique ou thermique beaucoup plus moderne. Le tout accompagné avec les dernières avancées technologiques en termes de tenue de route et de sécurité. Sauf que certaines lois aux États-Unis sont encore floues et empêchent le bon déroulement des choses. Le prix de la voiture serait aux alentours des 100 000 $. Ah ouais, quand même. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon, on espère tous la revoir sur les routes, et au plus vite. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de fans impatients la restaurent ou la transforment en réplique du film. Mais une DMC-12 sort du lot. C'est la plus extrême de toutes. Elle appartient à Alexandre Claudin. Il est connu pour sa participation dans la série Netflix Hyperdrive. Sa monture dans l'émission est une Dodge Charger de drift boostée à 1000 chevaux. Alors là, vous allez me dire, c'est pas une voiture forcément adaptée pour ce type d'exercice. C'est vrai. Mais pour lui, c'est une bonne chose, car finalement, c'est une très bonne façon de se faire remarquer. Mais là, avec la DeLorean, il met la barre encore plus haut. Ce fou a complètement changé la position du moteur, car il a fait basculer en position avant. Et en plus, c'est un V8. Par contre, la décoration de l'intérieur et de l'extérieur est un hommage direct à Retour vers le futur. Je vous mets en description la vidéo qui présente la voiture, pour vous faire une idée. Et ça vaut le détour. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la DeLorean DMC-12 est très atypique, mais pour beaucoup, ça reste une véritable voiture
à voyager dans le temps. C'est clairement une incarnation de la Madeleine de Proust qui nous renvoie directement dans notre enfance. Son look, tu l'aimes ou tu le détestes, mais elle ne laisse personne indifférent. C'est son histoire et son aspect unique qui l'ont rendu célèbre et qui rassemble des milliers de fans tout autour du monde. Ses performances, c'est sûr, sont exécrables, mais bon, on s'en fout puisque la seule chose dont on a besoin, c'est qu'elle aille jusqu'à 88 miles à l'heure. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, et je vais encore vous demander d'exploser les likes, parce que sur la dernière vidéo de la Skyline, on a fait près de 1600 pouces bleus, donc j'espère au moins qu'on atteigne cet objectif. Et en plus, vous savez que j'ai plein de projets plein la tête et que j'ai envie de vous proposer énormément de choses, donc c'est la meilleure façon de m'aider. Merci d'avance à vous tous, et n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être, et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao.